Bonjour tout le monde sur cette nouvelle vidéo qui est extrêmement importante pour les étudiants de première année sciences et technologies ST, ce qui concerne le cours du module physique 1 mécanique présenté par Dr Borhla Nassima. Nous allons commencer d'abord par l'objectif de ce cours. Ce cours y vise à mettre en pratique les concepts d'espace et de temps physique et de repérage de mobiles dans différentes bases de ces espaces, vise à appliquer la cinématique de points matériels qui permet d'étudier le mouvement sans se préoccuper des causes qui les provoquent, et cela dans les référentiels fixes et les référentiels au mouvement relatifs les uns par rapport aux autres, et vise à construire la forme d'une équation à partir d'hypothèses sur les grandeurs qui gouvernent l'état d'un système physique et le concept de force et d'interaction physique, de mouvement et de repos. Il vise à interpréter les principes de la dynamique d'un point matériel et d'un système dans un référentiel galiléen et dans un référentiel non galiléen et de maîtriser leur application dans la résolution des problèmes. Donc, afin d'atteindre ces objectifs, l'étudiant doit avoir de bonnes bases dans la généralité, comme les dimensions, les unités, les changements d'unités, les lettres grecques, les préfixes pour les unités, la notation pour les vecteurs et les unités d'angle, et des bonnes bases dans la mathématique, telles que le calcul différentiel, le calcul des dérivés des fonctions usuelles, les opérations sur les dérivés, les formes infinitésimales, et dans les calculs des primitives et les intégrales, les fonctions, la droite, la parabole, la trigonométrie et les fonctions sinusoïdales, et l'algèbre vectorielle telle que la notion de vecteur, la somme, la combinaison linéaire de vecteurs, le produit scalaire et la projection, et aussi de bonnes bases dans la notion de base de physique telle que la position, la vitesse, l'accélération, la force, etc. Donc, notre cours est divisé en deux parties, la cinématique d'un point matériel et la dynamique d'un point matériel. Nous allons commencer d'abord par la cinématique d'un point matériel. La cinématique, c'est l'étude d'un mouvement d'un corps solide sans tenir ni des causes, c'est-à-dire les forces, ni la masse, les masses du corps. Et un point matériel, c'est-à-dire les dimensions du cours est très inférieures par rapport à l'échelle du cube. Autrement dit, que le mouvement d'un objet sont assimilés à un seul point. Donc, on se limitera la cinématique du point matériel et du solide au mouvement de translation. Donc, il existe plusieurs types de mouvements tels que le mouvement de translation rectiligne dans laquelle les parties du corps subissent la même variation de position et le mouvement de translation circulaire dans laquelle le corps change l'orientation dans l'espace. Et le troisième mouvement, c'est le mouvement en translation curviligne, c'est-à-dire dans laquelle la forme ou les dimensions du corps changent périodiquement. Donc, pour ces différents types de mouvements, il faut connaître quelques notions de base pour la cinématique, telles que la position. La position est mesurée par rapport à un système de référence X. Le déplacement, c'est une variation de position et la distance parcourue, c'est la longueur du trajet réel et un scalaire positif. La distance parcourue est toujours de grandeur égale ou supérieure à celle de déplacement. Et donc, la figure montre la différence entre les déplacements et la distance parcourue. La distance parcourue, c'est-à-dire la distance totale à partir du point du départ jusqu'à le point d'arrêt de mouvement. Un autre paramètre qui est important dans la cinématique, c'est la vitesse moyenne.
Et voilà la vitesse moyenne définie par l'équation suivante. Aristote a défini la vitesse comme la distance parcourue pendant un temps donné. La vitesse moyenne d'un mobile entre deux instants T1 et T2 est définie par le rapport entre la distance parcourue par le mobile M1, M2 et entre le temps de temps ou un intervalle de temps T1 et T2 en secondes. Donc, la vitesse moyenne est exprimée par mètre par seconde dans le système international. L'interprétation graphique de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, comme montre dans cette figure, la vitesse moyenne est présente par la tangente de la scissante joignant les positions finales et initiales. C'est-à-dire, pour calculer la vitesse moyenne du point A vers le point D, point A vers le point D, 90 moins 50 sur le temps, la variation de temps, c'est-à-dire 3 moins 1, est égale à 13 mètres par seconde. Et la vitesse moyenne du point B vers le point F, c'est la position 20 moins la position 70 sur le temps, la variation de temps, c'est-à-dire dans ce point 5 secondes moins 1 seconde est égal à 12,5 mètres par seconde. La vitesse instantanée à un instant ou un point quelconque de l'espace est appelée la vitesse instantanée. La vitesse instantanée est un instant quelconque est donné par la pente de la tangente à la courbe de la position en fonction du temps à 6 instants. La vitesse instantanée est aussi définie par la dérivée de la fonction x par rapport du temps. C'est-à-dire qu'on a un vecteur OM. La vitesse instantanée, c'est la dérivée de ce vecteur par rapport au temps. Dans un référence x, y et z de vecteurs unitaires x, y et z. C'est-à-dire on a un repère orthonormé x, y, z. La vitesse est donnée par la dérivée de x par rapport à t fois x, plus la dérivée de y par rapport à t, plus la dérivée de z par rapport à t. Donc, la vitesse instantanée et comme la vitesse moyenne sont exprimées par mètre par seconde dans le système international. L'interprétation graphique de la vitesse instantanée. La figure suivante présente le diagramme de la vitesse en fonction de t. À partir de cette courbe, on peut déterminer l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. Donc, l'accélération moyenne, c'est la pente. La vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente à la courbe du graphique position temps. La vitesse moyenne, la vitesse instantanée égale la variation de la position par rapport à t, c'est-à-dire c'est-à-dire 40 sur 1,2, 40 sur 1,2, c'est-à-dire 100 moins 60, c'est 40, sur 1,8, dans ce point, 1,8 moins 0,6, c'est-à-dire c'est 1,2, est égal à 33 mètres par seconde. L'accélération, l'accélération moyenne, c'est la variation de la vitesse divisée par le temps.
L'accélération est positive si elle est dirigée dans le sens des x positifs et elle est négative si elle est orientée dans le sens opposé. Il ne faut pas confondre entre l'accélération négative et le décélération. Le terme d'accélération signifie, car le terme d'accélération signifie uniquement une diminution du module de la vitesse et l'unité de l'accélération, ou bien l'accélération est exprimée en mètres par seconde, seconde, seconde au carré dans le système international. L'accélération moyenne, un changement de vitesse s'effectue dans un certain laps de temps. L'accélération moyenne présente le taux de changement de la vitesse instantanée, c'est-à-dire l'accélération moyenne, c'est la variation entre la vitesse instantanée et le temps, le rapport entre la variation de la vitesse instantanée et le temps. V final moins V initial sur T final moins T initial. L'accélération instantanée représente le taux de changement instantané de la vitesse qui est donné par la limite de la variation de la, la vitesse par rapport à la variation de temps lorsque delta t tend vers 0. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au t, ou bien la deuxième dérivée de la position par rapport à t au carré. Et que OM, c'est le vecteur de position. Donc, l'accélération, c'est d au carré x sur dt au carré x, plus d au carré y plus sur dt au carré y, plus d au carré z sur dt au carré. L'interprétation graphique de l'accélération. La figure suivante présente le diagramme des vitesses en fonction du temps. À partir de cette courbe, on peut déterminer l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. Donc, l'accélération moyenne, c'est la pente cisante jointe des vitesses initiales et finales sur un graphique vitesse-temps. Et l'accélération instantanée, c'est la tangente à la courbe sur la graphique vitesse-temps. Donc, à partir de cette courbe, on peut aussi déterminer le type de mouvement. Et donc, le mouvement est dit uniforme lorsque la vitesse est constante au cours du temps. Si la valeur de la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est accéléré, MRUA. Et si la valeur de la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement est décéléré, freiné ou bien retardé, MRUR. Un petit exemple, une voiture a initialement une vitesse positive de 10 mètres par seconde pour quel instant? Pour quel instant la vitesse augmente, reste constante et diminue. Donc, la vitesse augmente de 0,5 secondes jusqu'à 3,8 secondes. Pourquoi? Parce que, V égale A fois T et A. Pour cette cas, A est positif, donc l'accélération, donc la vitesse sûrement est positive. Et de 0 à 0,5 et de 7,5 jusqu'à 8, l'accélération est nulle. Donc, la vitesse est constante. Et dans ce cas, de 3,8 à 7,5, l'accélération est négative, donc V égale à fois T, donc la vitesse est négative, ou bien diminue. L'utilisation de la méthode des airs. Il existe une méthode pour déterminer
position à partir de la courbe de la vitesse en fonction du temps. C'est la méthode Désert, c'est-à-dire le calcul de la surface du trapèze qu'on montre dans cette figure. Le déplacement est égal l'air sur la courbe de la vitesse en fonction du temps. La variation de la vitesse est égale l'air sur la courbe de l'accélération en fonction du temps. Dans le cas où l'accélération est constante, on montre que delta x, c'est la surface du trapèze, c'est-à-dire la petite base plus la grande base fois la hauteur, c'est-à-dire delta t, divisé sur 2. En résumé, à partir de la courbe x en fonction de t, on peut déterminer la vitesse instantanée v de t, et à partir de la courbe de v en fonction de t, on peut déterminer l'accélération, et dans le sens inverse, l'aire de la courbe de l'accélération dans l'équation l'horaire de v de t. Et l'aire de la courbe de v de t donne l'équation horaire de x de t. Exemple, quelle est la variation de la vitesse entre 0,2 et 2 secondes pour ce diagramme? Il faut calculer l'aire de la courbe du trapèze, c'est-à-dire la base la petite base, plus la grande base, fois la hauteur divisée sur 2. La hauteur, c'est 4. La petite base, c'est 1,5. La petite base, c'est 1. La grande base, c'est 1,5. Le tout sur 2, égale à 5 mètres. Si la vitesse initiale, pardon, si la vitesse initiale était de 4 mètres par seconde, quelle est la vitesse finale? C'est-à-dire, on a trouvé 5 mètres par seconde la vitesse totale. Donc, V égale V final moins V initial. Alors, V initial égale 5 plus 4 égale 9 mètres par seconde. Le son, 9 mètres par seconde, c'est-à-dire le sens est positif. Donc, pour chaque type de mouvement, on a une équation horaire. Pour un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante. L'équation de mouvement s'écrit comme suit. X de t égale à v de t plus x0, t que x la position, t c'est le temps, v c'est la vitesse et x0 c'est la position initiale. Et pour un mouvement rectiligne uniformément varié, l'accélération est constante. L'équation de mouvement s'écrit comme suit. X de t égale à 1 demi at au carré plus v0 de t plus x0 et v de t égale at plus v0. Fait que x la position à l'accélération en mètres par seconde au carré, x la position en mètres, le temps t, la vitesse initiale de 0 et la position initiale x0. Et pour un mouvement circulaire uniforme MCU, on a l'accélération tangentielle et l'accélération normale. L'accélération tangentielle est égale à 0 et l'accélération normale est égale à v au carré sur r, c'est-à-dire égale r oméga au carré, tel que oméga c'est la vitesse angulaire radienne par seconde et la vitesse égale r oméga et la position angulaire θ de t égale la vitesse angulaire oméga de t plus la position angulaire tangentielle θ0. Le mouvement dans l'espace ou le mouvement curviligne. Ce mouvement est caractérisé par une trajectoire curviligne qui nécessite la connaissance du mouvement curviligne de courbure de rayon R et de centre C. C'est-à-dire, on a une courbure de rayon R et de centre C.
La trajectoire est une courbe dans l'espace et on dit que le mouvement est curviligne, c'est la trajectoire est une portion d'une courbe. La position de mobile est déterminée par l'abscisse curviligne S de t, c'est-à-dire S de t égale l'arc M1, M2 égale le rayon de courbure fois l'angle θ de t. S, c'est la longueur de l'arc, M1, M2. M1, c'est la position de mobile à l'instant T1. Et M2, c'est la position du mobile à l'instant T2. La loi décrive S de T en fonction du temps est appelée équation d'Euler. Étude du mouvement dans les différents systèmes de coordonnées de vecteurs position. Différents systèmes de coordonnées. Les coordonnées cartésiens, le vecteur de position dans un repère orthonormé x, y, z est donné par EM égale xi plus yj plus zk, tel que x, y et z sont les équations paramétriques de mouvement. L'expression de vecteur vitesse, c'est la dérivée de vecteur OM par rapport à t, qui est égale dx par rapport à dt, bien delta et la variation delta x sur delta t, plus delta y sur delta t, plus delta z sur delta t, fois k, ij, k. Tel que dx sur dt, c'est vx, dy sur dt, c'est vy, dz sur dt, c'est v de z. La base cartésienne étant une base fixe au cours du temps, ces vecteurs unitaires sont donc indépendants du temps et leur dérivée par rapport au temps est nulle. L'expression de vecteur d'accélération, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport à t dans les coordonnées cartésiennes, telles que dv sur dt, dvx sur dt c'est ax, dvy sur dt c'est ay et dvz sur dt c'est az. Donc la relation devient ax de e plus ay de g plus az de k. Dans les coordonnées polaires, le vecteur de position OM égale à R, égale R, ER, car on a une référence de vecteurs unitaires ER et Eθ. L'expression de vecteur vitesse v de t, c'est la dérivée de ce vecteur OM par rapport à dt, égale drER sur dt. On fait la dérivée R point ER, c'est-à-dire on a une multiplication de deux vecteurs R et ER. Donc la dérivée, c'est la dérivée du premier paramètre fois la deuxième, plus la dérivée du deuxième paramètre fois le premier paramètre. Et donc, R, θ, Eθ. Donc, dr, c'est R point, ER, plus DER sur dt égale θ point Eθ. Θ point Eθ. Et donc, on replace ces détails dans cette équation. Ces équations montrent l'explication de cette relation. ER égale cosinus θ fois EX plus sinus θ fois EY. Donc, DER, on multiplie le poids dθ sur dθ. Et après, on remplace ER par cette relation. Égale moins sinus θ est égal, moins sinus plus cosinus est égal Eθ. L'expression de vecteur d'accélération,
A de t, c'est la dérivée de v par rapport à t. Donc, de même façon, nous avons trouvé cette relation. Nous avons fait la dérivée de la vitesse pour obtenir l'équation de l'accélération suivante. Et ces équations montrent l'explication. Ces détails sont en place pour ces équations. Les coordonnées cylindriques. Pour les coordonnées cylindriques R, θ, Z, on utilise la base formée par les vecteurs unitaires ER, Eθ et EZ, comme il est indiqué dans la figure suivante, tel que le vecteur de position égale RER plus ZEZ pour les coordonnées cylindriques et V de T, c'est la dérivée de OR par rapport à T, donc la multiplication dr sur dt fois ER plus DER sur dt fois R, tel que DER sur dt égale à θ point Eθ, comme montré dans l'équation précédente, plus dz sur t, c'est-à-dire z point ez. C'est ça, cette relation, c'est l'expression de la vitesse, vecteur vitesse, en coordonnées polaires, et l'expression de la vecteur d'accélération est donnée par cette relation suivante. Le repère de Freinet, c'est un repère mobile orthonormé M, T, N, tel que T, c'est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire, et N, le vecteur unitaire normal à la trajectoire dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire. En tout point de la trajectoire, on peut définir un cercle, localement une portion de la courbe ressemble toujours plus ou moins à un cercle de rayon de courbure R et de la trajectoire. Donc, la vitesse est V fois le vecteur unitaire ut, et que V est la tangente de la trajectoire, et A, c'est la dérivée de V par rapport à t, donnée par cette relation, telle que A est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. L'accélération tangentielle peut être positive, négative ou bien nulle. Et l'accélération normale peut être positive ou nulle. L'accélération normale est égale V au carré sur R. Et R, c'est le rayon de courbure de trajectoire. Donc, l'accélération égale l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Et le module de l'accélération égale AN au carré plus AT au carré. Dans ces deux vidéos, vous trouvez quelques exercices résolus sur YouTube de la cinématique du poids. Dans la partie suivante, on a introduit les principes fondamentaux de la mécanique, à savoir la position, la vitesse et l'accélération. Ici, on va s'intéresser à la cinématique, à la mécanique introduite par Newton. Système et référentiel galiléen. Système mécanique est un objet dont on étudie le mouvement. Il faut faire un bilan des forces, de toutes les forces extérieures appliquées au système. On précise leurs caractéristiques telles que le point d'application, la direction, le sens et la valeur en Newton. Un référentiel est un système d'axes permettant de repérer un mouvement nommé généralement O, X, Y, Z. O, c'est l'origine de ce repère. Et les axes O, X, Y, Z sont orthogonaux. Un référentiel est galiléen s'il conserve les lois physiques. Donc, on a plusieurs remarques sur le référence galilien. Les deux premières lois de Newton ne sont valides que dans les référentiels galiléens. Tous les référentiels galiléens sont en mouvement rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres. Et comme nous avons dit, on va s'intéresser à cette partie, à la mécanique introduite par Newton. Donc, il faut
connaître bien quelques notions de base de la dynamique, telles que la notion de force. Une force et qui permet de créer ou modifier un mouvement. La force est l'agent du changement. L'effet d'une force est de créer une accélération. Deuxième référentiel galiléen, tout corps isolé ou pseudo-isolé reste immobile ou conserve un mouvement rectiligne et uniforme. La quantité de mouvement d'un système non TP est égale au produit de masse M du système par son vecteur V. P égale à 1 fois V. Comme la vitesse s'exprime en mètres par seconde et la masse en kilogrammes, la quantité de mouvement est donc exprimée en kilogrammes par mètre par seconde. La conservation de la quantité de mouvement, c'est la résultante de toutes les forces externes agissent sur un système nu, système isolé ou pseudo-isolé. La quantité de mouvement du système reste constante. Et donc, comme nous avons dit, on va s'intéresser sur la mécanique introduite par Newton. Donc Newton formule l'hypothèse audacieuse selon laquelle la Lune tombe sur la Terre de la même manière qu'un objet, une pomme par exemple, tombe sur le sol. Mais en raison de sa vitesse initiale, la Lune décrit une trajectoire curviligne. La chute verticale et le mouvement orbital sont donc des mouvements de même nature. Puis Newton étend cette hypothèse à tout corps sélecte en orbite et aboutit à la loi suivante. Deux corps quelconques s'attirent selon une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Alors, on va expliquer les trois lois fondamentaux de la dynamique. La première loi, c'est le principe d'inertie. Tout corps soumis à des forces qui se composent et animé d'un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen et inversement est un vecteur constant, c'est-à-dire la somme des forces égale la dérivée de la quantité de mouvement P par rapport à T. Le principe d'inertie, c'est la somme des forces extérieures égale à zéro. La deuxième relation fondamentale de la dynamique, c'est RFD. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces exercées sur un corps égale à la masse de ce corps multiplié par le vecteur d'accélération de son centre d'inertie. La somme des forces égale 1 fois A. Et la troisième loi de Newton, c'est la loi des actions réciproques. Si A et B étant deux objets en interaction, quel que soit leur mouvement, la force exercée par A sur B est exactement proposée à celle exercée par B de A, c'est-à-dire FAB égale à moins FBA. Et donc, dans ces deux vidéos, vous trouvez quelques exercices résolus sur la dynamique de poids. Et merci de votre attention.